Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le webinaire va débuter dans quelques instants et avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais vous rappeler que vous avez donc la possibilité tout au long de cet échange de poser vos questions via l'onglet questions qui est situé à la droite de votre écran. Le support de présentation est d'ores et déjà téléchargeable via la petite icône en forme de nuage et vous retrouverez le contenu de l'étude sur le site de France Compétences ainsi que sur le site du C2RP. Bon webinaire à toutes et à tous. Je vais laisser la parole à Isabelle Mersman, directrice adjointe du C2RP, pour l'introduction de cette matinée. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire. C'est un webinaire qui s'inscrit dans la suite d'une série et qu'on est très heureux de co-organiser avec la Banca et avec France Compétences qui auront le plaisir d'intervenir juste après. Et je les salue bien cordialement. Il y a eu toute une série de webinaires, peut-être que certains d'entre vous y ont déjà assisté sur Calliope. Un premier qui a permis de découvrir le processus de certification, les outils, les ressources qui sont à disposition pour vous accompagner. Et puis un second qui était plutôt autour des conseils et de partage d'expérience sur ce parcours de certification. Et aujourd'hui, on aura un troisième volet qui porte plutôt sur les logiques d'action et les stratégies mises en œuvre par les organismes de formation face à Calliope. Un témoignage riche d'enseignements qui permettra d'apprécier les paramètres qui ont poussé les organismes de formation à s'approprier Calliope et les différentes stratégies qu'ils ont pu développer et comment ils ont pris tout ça, tous ces critères et ces indications en compte. Et puis, dans un dernier temps de cette rencontre, on pourra voir comment les organismes ont choisi leur labellisateur, comment ils ont vécu cette phase d'audit, comment ça s'est passé pour eux. Et puis, pour conclure, on vous interrogera sur l'appropriation durable de cette démarche qualité au sein des organismes. C'est une demi-journée importante. On va vous solliciter aussi un petit peu pendant tout le long de cette conférence à l'aide de questions et je vous invite vraiment à y participer. Et puis on verra et on en parlera tout à l'heure pour voir la suite. D'ores et déjà, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un quatrième de webinaire autour de Calliope, qui celui-là sera plutôt organisé autour de la validité des éléments de preuve à présenter. Qu'est-ce qu'on peut présenter, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on verra ça avec des certificateurs. Je vous invite à vous inscrire au C2 Actu, à suivre l'actualité du C2RP. Cet événement n'est pas encore programmé, mais il se fera à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, je vais laisser la parole à Dominique Dilly pour la Banca. Bonjour, Dominique Dilly. Donc, je suis coordinateur de la Banca. Je vais peut-être, il y avait peut-être quelques diapos, Isabelle, pour toi. Allez, on y va. Je vais en profiter pour vous présenter le C2RP et puis ensuite, Dominique aura l'occasion de présenter la Banca. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous rappelez que le C2RP est un CARIFOREF pour les Hauts-de-France, qu'il est financé et présidé alternativement par l'État et la région dans le cadre d'un groupement d'intérêt public. Il est administré avec les partenaires sociaux et il est membre du CREFOP et du réseau des CARIFOREF et nous assurons aussi le secrétariat permanent du CREFOP. Son activité tourne autour de 4 grandes missions, une mission d'observation pour assurer une observation sur les relations emploi-formation, apporter un appui technique aux instances régionales et outiller les différents acteurs, accompagner les acteurs de l'orientation, de l'emploi, de la formation, informer, c'est donner l'information sur l'actualité, sur les textes, les réformes et sensibiliser sur toutes les questions autour de la formation, les certifications, les métiers,
les différents dispositifs d'insertion. Et enfin, collecter la base offre de formation notamment, y compris les formations par apprentissage, puisque c'est une mission qui nous a été confiée ces 2 dernières années. Et enfin, consolider les différents systèmes d'information, puisque c'est vrai que l'offre de formation que l'on collecte est transmise dans les différents réseaux, afin de permettre le positionnement des demandeurs d'emploi notamment. Alors, vas-y Dominique. Merci. La Banca, un peu moins connue que le C2RP, c'est un laboratoire d'innovation en formation qui est soutenu par la région et l'État dans le cadre du PRIC et qui s'appuie sur une dynamique partenariale composée de 3 partenaires, l'Université de Lille avec sa composante DFCA et le laboratoire Trigon-Sirel, la Design School de l'Institut catholique de Lille qui s'appelle Hémisphère, qui nous appuie sur toutes les questions de créativité et de design, et la RACT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Rapidement, donc l'ambition de Banca, c'est de contribuer donc à une transformation durable des pratiques des acteurs de la formation, au moyen d'une amplification et donc d'une généralisation d'une dynamique d'innovation en formation. Alors, comme nous sommes Lab, on a aussi donc cette volonté d'accompagner les porteurs de projets dans leur démarche innovante, mais aussi de disposer donc de connaissances sur les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'actions innovantes au bénéfice de nos commanditaires, notamment les financeurs publics, mais aussi l'ensemble du monde de la formation. Donc, il s'agit de contribuer à un saut quantitatif et qualitatif dans les réponses formatives. Et on centre l'ensemble de nos actions sur les porteurs de projets qui peuvent être bien sûr des organismes de formation, mais aussi des entreprises, des développeurs de solutions techniques et les réseaux d'accompagnement. L'idée pour nous est d'animer un écosystème favorable au déploiement de nouvelles façons de former sur les différentes thématiques centrales aujourd'hui que sont la question de la digitalisation, sans surprise, mais aussi les questions de formation en situation de travail, d'alternance, la question de l'engagement. Voilà, on a un certain nombre d'actions que je ne vais pas détailler, mais que je vous invite à venir regarder et participer sur le site banca.fr. Nos actions se rangent sous 3 fonctions, et voire 4. Une première, c'est faire émerger des idées. L'initiative de ce jour, de ce matin, rentre dans ce cadre-là. C'est des formats plutôt collectifs, avec des apports soit d'études, soit de recherche sur des différentes thématiques. Vous allez retrouver ces conférences sur le site Banca. Ensuite, on accompagne, passer de l'idée au projet, on accompagne les porteurs de projets sur toute la partie ingénierie jusqu'à ce que l'expérimentation soit faisable. Puis ensuite, on valorise, on diffuse les innovations parce que bien souvent, des processus innovants restent au stade de l'expérimentation et on a la volonté d'accompagner la diffusion de ces innovations. Donc, en transversal, nous avons un dispositif de capitalisation qui est évidemment essentiel puisque Banca a pour vocation de produire des connaissances sur les questions d'innovation en formation. D'où la présence de la recherche très fortement dans le projet, aujourd'hui représentée par Béatrice Delay et qui fait partie du comité technique et scientifique de Banca, qui rassemble une quinzaine de chercheurs de la région, mais aussi d'autres régions qui accompagnent l'équipe permanente du lab, mais aussi potentiellement peuvent enrichir les expérimentations en amont par des compétences capitalisées et puis tirer des enseignements de chacune des expérimentations. J'ai noté dans la présence aujourd'hui de Catherine Mougin, qui aussi participe au comité technique et scientifique et qui accompagne 11 porteurs de projets sur leur démarche de digitalisation de l'action de formation. Et dans ce cadre, notamment, nous avons eu
dans l'accompagnement de cette cohorte de porteurs de projets, nous avons eu des questions importantes autour de la certification Calliope. Et donc, nous avons souhaité, à leur demande, apporter un éclairage sur les représentations et les logiques d'action qui sont à l'œuvre sur cette démarche, afin de les éclairer pour ceux qui n'ont pas encore engagé le processus et qui s'interrogent sur les raisons et les chemins pour candidater, mais aussi ceux qui l'ont entamé et qui s'interrogent sur les modalités de réalisation et sur l'opportunité que représente Calliope de nourrir une démarche d'amélioration continue sur la durée. Et donc, l'opportunité de cette étude pilotée par Béatrice Delay nous a permis donc d'organiser ce webinaire avec le C2RP pour justement permettre d'avoir une réflexion collective à partir de cette étude. Alors, pour ce webinaire, nous aurons donc Béatrice Delay, qui est de France Compétences et membre aussi donc du comité technique et scientifique, et je vais peut-être la laisser se présenter plus largement. Bonjour à tous, tu as un peu tout dit, effectivement. Donc, je suis Béatrice Delay, je suis responsable des études qualitatives des évaluations à France Compétences, qui a notamment cette fonction-là, qui est sans doute déjà le périmètre d'intervention de France Compétences n'est pas forcément tout à fait encore lisible et installé pour tout le monde, mais a fortiori, j'imagine, nos activités en matière d'études et d'évaluation. Donc, effectivement, c'est une fonction qui existe à France Compétences, qui a vocation à notamment observer et analyser toutes les recompositions de l'offre de formation à l'œuvre consécutivement, en particulier à la réforme de 2018, et autant que possible de tirer le fil des enseignements de ces études jusqu'aux recommandations, puisque l'idée, c'est d'introduire, de proposer aux décideurs publics et paritaires des grilles d'analyse qui leur permettent d'ajuster le tir, en quelque sorte, en tous les cas d'adopter des mesures correctives pour rester le plus fidèle possible aux ambitions initiales portées par le législateur. Et donc, cette étude s'inscrit dans cette fonction très générique d'outil d'aide à la décision, d'une certaine manière. Voilà, et je suis aussi, dans ce cadre-là, membre, effectivement, comme disait Dominique, du comité technique et scientifique de la Banca. Et par ailleurs, j'interviens au CNAM un peu sur les mêmes sujets. Voilà, et je vous remercie beaucoup de votre invitation et puis de m'ouvrir cet espace pour mettre en discussion ces résultats et puis effectivement pouvoir confronter aussi et échanger avec des acteurs directement concernés, soit en tant qu'accompagnateurs, soit en tant que destinataires finaux, j'allais dire, de cette certification Calliope. Merci Béatrice. Participeront aussi à ce webinaire Sébastien C2RP. Bonjour. Seguin. Bonjour Dominique, merci. Donc Sébastien Seguin, chargé de mission au C2RP. J'interviens plus spécifiquement sur les thématiques de la réforme de la formation professionnelle, mais également sur celle de Calliope. Je viendrai donc apporter des éléments à la fois théoriques sur Calliope, ainsi que quelques ressources à destination des organismes de formation. Très bien. Merci. On va bientôt démarrer et on vous propose pour démarrer un petit sondage pour repérer un petit peu quelle est votre position au regard de Calliope avec 2 questions. Donc, je vous invite à alimenter sur l'onglet sondage vos réponses. Donc, la première question, c'est sur quel élément porte Calliope d'après vous? Donc, vous avez comme réponse possible, la conformité des procédures administratives des organismes de formation et des CFA, la qualité des actions de formation ou le processus de formation dans son ensemble. Voilà pour la première question. Donc, je vous invite à y répondre. Et la deuxième question, c'est quel est votre niveau d'engagement dans la démarche de certification ? Donc, soit vous n'êtes pas directement concerné, soit vous hésitez à franchir le pas et vous poursuivez vos réflexions, soit vous avez engagé le processus de certification, ou alors vous disposez déjà de la labellisation, ce qui permettrait de faire bénéficier les autres de votre expérience. Voilà, donc je vous invite à répondre à ce sondage, quelques secondes encore.
Voilà, merci. Donc, selon vous, Calliope porte sur le processus de formation dans son ensemble pour près de la moitié d'entre vous. Un tiers considère que c'est sur la qualité des actions de formation et seulement 15% fixe la conformité des procédures administratives des OF et des CFA. Et enfin, sur votre positionnement, un tiers d'entre vous ne sont pas directement concernés par la certification. Un autre tiers a engagé le processus de certification et 21%, donc un cinquième, hésite à franchir le pas et vous êtes encore en réflexion sur l'opportunité ou pas d'engager ce processus. Je pense que la conférence aujourd'hui va vous aider peut-être à vous positionner. Et enfin, nous avons 6% de personnes, donc ça veut dire peut-être quelques votes de personnes ayant déjà la labellisation. Et nous espérons qu'ils nous apporteront des questions ou des témoignages pour justement alimenter la réflexion de ceux qui hésitent à franchir le pas. Alors, on vous propose une étude de France Compétences qu'on va vous présenter en 2 temps, entrecoupés de vos questions et de vos remarques. Le premier temps sur les positions et les logiques d'action face à Calliope et le second temps sur les étapes structurantes de l'accès à la certification. À chaque étape, nous démarrons avec Sébastien pour des brefs apports théoriques sur Calliope et le processus. Sébastien, je te laisse la parole. Merci Dominique. Donc en effet, avant de passer au contenu de l'étude, nous allons vous rappeler vraiment très brièvement à qui s'adresse cette certification. Donc la possession de la certification Calliope sera obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour les organismes de formation, de bilan de compétences, de VAE et de formation par apprentissage. Donc ce sera obligatoire pour eux dès lors qu'ils font appel à des fonds publics ou à la commande publique. C'est-à-dire que si votre organisme de formation perçoit des financements de par la région ou de par l'État, des OPCO, de la CDC, de Pôle emploi, de Transition Pro ou encore de la GFIP, vous vous devez de disposer de cette certification. En revanche, si vos clients sont à 100% des entreprises privées, ce qui correspond au marché privé, ce qu'on appelle le marché de gré à gré, dans ce cas, la certification Calliope n'est pas obligatoire. Voilà pour ce bref rappel. Je vais maintenant laisser la parole à Béatrice pour la restitution de l'étude conduite par France Compétences, dont la première partie est plus spécifiquement consacrée aux positions et aux logiques d'action des organismes de formation face à Calliope. Béatrice, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, comme disaient Dominique et Sébastien, je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude en 2 temps distincts et on intercalera donc un moment d'échange et de questions, de remarques, de commentaires entre ces 2 séquences thématiques qui sont sur des territoires un peu différents et donc qui permettent d'intercaler ce moment d'échange sans problème. Alors, dans un premier temps, au-delà d'un propos introductif rapide sur les éléments de contexte et les objectifs de l'étude, je vais effectivement revenir sur, m'attarder plutôt sur les ressorts de l'engagement dans la démarche de certification, aussi bien sous l'angle du profil et des logiques d'action de la première génération des OF et des CFA à s'être engagés dans cette démarche de certification, mais aussi sous l'angle des déterminants de la décision pour la diversité des configurations existantes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà décidé d'y aller, ceux qui ont déjà la certification, ceux qui hésitent encore ou ceux qui ont carrément décidé de ne pas y aller. Voilà, on a essayé, grâce à cette enquête, de caractériser un petit peu les ingrédients qui s'invitent dans le raisonnement et le processus de réflexion des OF et qui pourra peut-être vous éclairer à titre par rapport à votre situation singulière de ce point de vue-là. Et dans un deuxième temps, effectivement, de ma présentation, je me pencherai plus précisément sur ce que l'enquête nous raconte, nous restitue de l'expérience des OF et des CFA quant aux différentes étapes structurantes de l'accès à la certification. Donc, la phase préparatoire, le choix de l'organisme certificateur ou du labellisateur, l'expérience des audits également, et puis le type de posture par rapport au futur et à la manière d'envisager de faire vivre Calliope dans la durée.
Alors, concernant tout d'abord quelques éléments de contexte sur les objectifs de l'étude et dans quel cadre il s'inscrit, je vais aller très rapidement sur le contexte parce que Sébastien a déjà bien balisé le terrain. Effectivement, donc, cette étude est née de la nouvelle disposition qui est apparue dans la réforme de 2018 qui marque un peu ce qu'on appelle l'acte 2 de la qualité, donc avec cette obligation pour les OF qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés d'être détenteurs de cette certification unique Alliope, qui peut être délivrée soit par un OC lui-même accrédité par le COFRAC, qui sécurise d'une certaine manière le professionnalisme de l'organisme certificateur en question, ou, mais de manière plus périphérique, une instance de labellisation reconnue par France Compétences. Sachant qu'à ce jour, à ma connaissance, en tous les cas, il y a 27 OC qui sont d'ores et déjà répertoriés et 7 instances de labellisation. Et que l'ambition du législateur et puis des partenaires sociaux, évidemment, par rapport à cette disposition, c'était vraiment d'améliorer, d'intensifier la lisibilité de l'offre de formation, à qui on reproche souvent d'être relativement opaque, illisible, a fortiori pour le grand public, amené à opérer des choix raisonnés et à essayer de circuler dans cette offre de formation. Et l'idée, c'était évidemment aussi d'améliorer la qualité des pratiques des offreurs de formation et de créer un peu, en quelque sorte, une impulsion pour tirer ces pratiques vers le haut. Sachant qu'en termes de bilan quantitatif très provisoire, puisque la photographie que je vous donne date, une photographie qui date du 15 mars 2021. À cette date-là, donc, on avait environ 8300 alors ce qu'on appelle les PAC, c'est-à-dire les prestataires concourant au développement des compétences, dont font partie, comme vous savez, les OF et les CFA qui sont ciblés par cette étude que j'évoque aujourd'hui. Donc, 8300 PAC qui étaient certifiés et 5800 à peu près qui étaient en cours de certification. Sachant, ce qui donne quand même un petit peu d'éléments d'interprétation de ces chiffres, que dans les bilans pédagogiques et financiers, qui sont le système d'information qui permet de répertorier un peu, de caractériser l'offre de formation, puisque c'est un point de passage obligé dans l'existence, dans la vie d'un OF. Ces BPF font état de 76 000 organismes de formation, dont 30 000, donc environ 40%, qui interviennent majoritairement ou exclusivement sur les fonds publics et mutualisés. Vous voyez, on est sur un taux de couverture par rapport au potentiel raisonné de l'ensemble des OF et CFA qui pourraient être certifiés au 25 mars 2021. En tous les cas, on n'était pas au bout du chemin, loin de là. Alors après, ça, c'est aussi à mettre en regard avec le fait que le législateur ne s'est pas fixé d'objectifs quantitatifs particuliers quant au nombre d'OF qui doit être certifié d'ici le 1er janvier 2022. On est vraiment dans une ambition qualitative par rapport à la montée en compétences et en professionnalisme des offreurs de formation. On n'est pas sur une ambition quantitative. C'est en tous les cas le postulat de base. L'étude qu'on a pilotée, réalisée à France Compétences, là, dont je vous présente les principaux résultats, avait vraiment été une étude qualitative. Ça, faut vraiment l'avoir en tête. L'idée, c'était pas du tout de quantifier des phénomènes, de caractériser quantitativement le profil des OF quand c'est déjà certifié ou pas certifié. On est vraiment dans une ambition compréhensive et exploratoire pour faire émerger, enfin tenter du moins, des clés de compréhension qui permettent de mieux comprendre, de mieux analyser les positions, les logiques d'action des OF et des CFA, et par ricochet, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, de fournir aux décideurs publics et paritaires une grille d'analyse, y compris dans une perspective prospective, des enjeux, avec comme horizon cible d'essayer autant que possible que la connaissance serve le décideur public et paritaire et contribue d'une manière ou d'une autre à ce que la mise en œuvre de cet acte 2 de la qualité soit la plus conforme possible aux ambitions initiales. D'un point de vue méthodologique, donc, on a interrogé environ 71, on a interrogé 71 OF et CFA, donc via des entretiens individuels, à peu près pour moitié, et collectifs. Et puis, ça nous a paru intéressant de compléter ce point de vue des OF et des CFA par l'interrogation de 9 organismes certificateurs et labellisateurs et de 11 financeurs, pour avoir un peu un regard croisé par rapport aux propos recueillis auprès des OF.
Voilà, sachant aussi, dernier point méthodologique, mais qui est pas neutre, je veux dire, dans la nature des enseignements qu'on peut tirer de cette enquête, le recueil des données s'est opéré entre juin et octobre 2020. Donc, on était dans un contexte éminemment particulier. On est déjà au démarrage du déploiement de Calliope, donc on est sur une logique de photographie à un instant T sur les représentations actuelles et projetées des OF et des CFA. Hein. Ça ne dit pas l'existant, ça dit l'existant au moment de l'interrogation. Donc, au moment du déploiement de Calliope, mais enfin, ça éclaire quand même ces logiques d'action. Cette période d'interrogation se situe aussi 18 mois avant la date butoir, en pleine crise du Covid, et 2 mois après la décision de report qui a été actée dans le cadre du plan de relance, puisque théoriquement, cette obligation de certification devait intervenir au 1er janvier 2021. Et dans le contexte de crise, on a décidé de reporter cette date à janvier 2022. Alors, concernant l'engagement dans la démarche de certification, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Tout d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que la crise sanitaire a réellement généré un glissement des calendriers. C'est un point important à pointer. Effectivement, et vous êtes bien placé pour le savoir, en tous les cas, une grande partie des participants à ce webinaire, Calliope, pour beaucoup, a été relégué au second plan par rapport à d'autres urgences liées à la crise, donc à la nécessité d'adapter l'offre, de basculer son offre un peu à marche forcée en distanciel pour assurer la continuité pédagogique, inventer des nouvelles façons d'accompagner compte tenu de cette façon différente de former. Voilà, donc il y a eu quelque part une relégation un peu au second plan pour beaucoup d'OF de cette certification. Ce qu'on a constaté malgré tout, c'est que ceux qui étaient déjà engagés dans la démarche, donc avant le premier confinement, ont plutôt eu tendance à continuer le parcours, d'autant plus qu'on a ouvert la possibilité que l'audit initial se réalise en distanciel. En revanche, ceux qui n'avaient abordé que succinctement le sujet ont plutôt eu tendance à reporter leurs décisions et décaler leur préparation. Ce qui d'ailleurs génère une crainte chez les OC qu'on a pu interroger, qui serait une crainte autour de la formation de goulot d'étranglement au second semestre 2021 et un risque de tension, donc dû à un accroissement du nombre de demandes à ce moment-là, compte tenu du retard au démarrage. C'est pas très joli de le formuler comme ça, mais qui a pu être enregistré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut raconter du profil de la première génération des prestataires spontanément, j'allais dire, engagés dans la démarche? Alors, il y a un profil dominant, clairement, qui se dégage de ce point de vue-là. Il s'agit, à titre largement principal, d'OF qui étaient déjà acculturés aux démarches qualité, soit parce qu'ils étaient préalablement certifiés dans la formation, soit parce qu'ils intervenaient dans des secteurs où préexiste un système normatif, type sécurité, agroalimentaire, phytosanitaire, etc. Ce sont des OF qui sont de taille variée. C'est important de le dire parce qu'il y a aussi des représentations récurrentes associées au fait que cette démarche de certification pourrait comporter des effets excluants pour les OF de petite taille. On pourrait y revenir évidemment, mais en tous les cas, un constat à acter, c'est que dans la première génération d'OF certifiés, on a clairement des OF de taille assez variée, avec deux points communs. En général, ils ont une part de fonds publics et mutualisés supérieure à 50% et ils ont la formation comme activité principale. Alors, le retour d'expérience de ces OF-là, de cette catégorie d'OF-là, c'est que pour eux, la marche à franchir a été relativement peu élevée par rapport à cet accès à la certification. On était dans une logique de continuité, j'ai envie de dire. La plupart avaient déjà une certification recensée par le CNEFOP précédemment et on est dans le prolongement de cette histoire-là qui, pour ces OF, avait déjà débuté antérieurement. Malgré tout, cette phase préparatoire leur a permis de procéder à quelques ajustements de leur pratique, leur a permis aussi pour beaucoup de sécuriser l'homogénéité entre leurs différents sites, pour ceux qui comptabilisent plusieurs sites, ce qui n'était pas nécessairement le cas antérieurement, et puis de fournir un effort supplémentaire en termes de formalisation. Mais on est sur une logique de continuité, et ces OF, on porte un regard plutôt positif sur le référentiel, sur le contenu, j'allais dire, du référentiel, sa pertinence et
sa construction, y compris d'ailleurs le nouveau critère. Quand je parle de nouveaux critères, c'est comparativement au Datadoc sur je crois que c'est le critère 6, sur l'inscription des OF dans leur environnement socio-professionnel, qui effectivement est pour le coup une invention de ce nouveau référentiel. Puisqu'on est sur ce profil dominant pour la première génération d'engagés dans la démarche, cela fait craindre aux OC qu'on a pu interroger, mais plus généralement aussi à d'autres acteurs de l'écosystème de cette histoire qualité, ça fait craindre à l'avenir une augmentation des non-conformités, parce que certains nous ont dit qu'ils commençaient à le sentir, qu'ils sentaient arriver une seconde génération d'OF, pour le coup plus éloignée du référentiel, soit parce que ils ont une sensibilisation à la culture qualité qui est moindre, hein. Culture qualité, c'est quand même traçage des pièces, c'est un type de raisonnement particulier, et certains OF ne sont pas du tout acculturés à cette logique-là, soit parce qu'il s'agit d'OF. Alors là, pour le coup, on est dans une autre problématique, d'OF qui sont nouveaux entrants dans le métier de la formation, par exemple d'OF qui viennent du champ du numérique, du secteur plutôt du numérique, et qui se positionnent sur le segment formation pour enrichir leur activité, mais qui n'ont pas d'antériorité et du coup d'expertise approfondie, j'allais dire, sur les règles de l'art du métier de la formation, et ce qui peut aussi générer un relatif éloignement par rapport aux attendus du référentiel, puisque comme vous l'avez bien pointé dans le sondage, Calliope, l'objet de Calliope, c'est les processus de production de la formation. Et donc, encore faut-il effectivement avoir une maîtrise à minima de ces processus et de la fabrication, de la conception et de la délivrance d'une activité de formation. Ça, c'est le profil dominant. On a un profil plus minoritaire, mais qui est intéressant, je trouve, à mentionner d'un point de vue prospectif. C'est-à-dire qu'on va trouver aussi dans cette première génération des OF qui ne sont pas ou très peu positionnés sur des fonds publics et mutualisés. Alors là, on a deux cas de figure. Soit ce sont des OF qui n'envisagent pas de changer leur source de financement, de changer leur positionnement marché. Ils ne projettent pas, j'allais dire, d'aller se positionner sur les FPM, mais ils anticipent que Calliope, d'une certaine manière, va changer de statut. C'est-à-dire va passer d'un statut de norme légale à un statut de critère de sélection et de différenciation, y compris sur le marché privé, là où il n'y a pas d'obligation d'être certifié, mais ils anticipent qu'il va y avoir ce glissement et du coup, de manière préventive, j'allais dire, ils veulent aller chercher Calliope pour améliorer leur avantage concurrentiel, enfin leur positionnement concurrentiel par rapport aux fonds, y compris privés. Et alors, un deuxième cas de figure, c'est des OF qui, là, pour le coup, n'étaient pas positionnés sur les FPM, mais projettent de l'être demain parce qu'ils veulent aller chercher de la commande publique pour bénéficier des plans d'urgence, hein, et pouvoir, par ricochet, du coup, amortir aussi les effets de la crise par rapport à la fragilisation de leur modèle économique et la contraction des fonds propres consécutivement à la crise que les entreprises peuvent consacrer à la formation. Concernant maintenant, donc voilà pour un premier profil, une première caractérisation des premiers engagés dans cette démarche. Qu'est-ce qu'en disent les financeurs et les acheteurs de ce point de vue-là, toujours dans cette logique d'engagement? Les financeurs et les acheteurs qu'on a interrogés ont bien repéré la valeur ajoutée potentielle de Calliope. C'est-à-dire qu'ils nous disent que Calliope, notamment dans le processus de sélection de leurs prestataires, d'une certaine manière leur permet de sécuriser un premier niveau de professionnalisme en matière de conception et d'évaluation de leurs actions, et du coup permet aux financeurs et aux acheteurs de quelque part se décharger de cette première vérification qui est incarnée par Calliope, enfin qui est assurée par Calliope dans la logique générale, et par ricochet, enfin par déport, de se concentrer sur les spécificités de leurs commandes, leurs attendus spécifiques, la définition de leurs enjeux et la pertinence des réponses formatives dont ils peuvent être destinataires par rapport à ces enjeux spécifiques. Ça, c'est un premier retour des financeurs et des acheteurs sur cette histoire-là. On verra au fil de l'eau qu'il y en a d'autres.
Si on rentre maintenant dans les paramètres de la décision de candidater, alors ce qu'on peut en dire, c'est que d'abord, il y a des OF et des OF pour qui la question ne se pose pas. C'est ceux qui sont affiliés à des réseaux, donc c'est la tête de réseau qui décide. Et puis, c'est les CFA qui, par définition, dépendent des fonds mutualisés et pour qui Calliope fait un peu fonction d'autorisation à exercer d'une certaine manière. Concernant les autres OF, alors ce dont on s'aperçoit, c'est que ces paramètres de la décision sont d'abord très imprégnés par des enjeux, par un raisonnement de nature économique. On le voit par plusieurs aspects. Premièrement, la décision s'impose très rapidement quand Calliope, de toute façon, conditionne la pérennité du modèle économique des OF, c'est-à-dire que quand il y a une part majoritaire de fonds publics dans leur chiffre d'affaires. Mais ce raisonnement de nature économique est également à l'œuvre pour la catégorie des hésitants, en tous les cas au moment de l'interrogation. C'est en général des OF qui ont la formation comme activité secondaire, voire très secondaire. La loi de 2018 pour ces OF-là, dont le volet qualité, mais le volet qualité, c'est une des dimensions parmi d'autres. Hein. Il y a toute la réforme autour de l'apprentissage, la FES, le CPF, etc. J'en passe. Tout ça les a amenés à se poser, enfin, a fait fonction un peu de déclencheur pour repenser leur positionnement stratégique et réfléchir à l'avenir de leur activité en termes de financement, de public, de partenariat, de fonctions à développer, etc. Et concernant Calliope, ils ont d'abord un raisonnement économique, effectivement, c'est-à-dire qu'ils mettent en balance le coût d'accès financier et humain, évidemment, à la certification, leur capacité à l'absorber, et là, effectivement, elle peut être plus limitée pour les petits OF, et puis l'estimation aussi des ressources que leur apportera Calliope via le maintien ou la captation de nouveaux clients. Et c'est là, par exemple, qu'on va trouver un pôle assez important d'organismes de formation quand on dépouille un peu la diversité des offreurs qui existent sur le marché. Je parle des OF qui donc n'ont pas la formation comme activité principale, mais ont une activité d'abord de conseil ou de production d'un produit, de fabrication d'un produit. Et qui ont ajouté une composante de formation au fil de l'eau pour enrichir leur offre de service, mais ce n'est pas leur métier de base. Et historiquement, ils ont été chercher Datadoc, mais d'abord pour satisfaire la demande de leurs clients d'être refinancés par l'OPCO. Donc, c'est des OF qui ne se considèrent pas, je vais le dire comme ça, comme d'authentiques OF, enfin comme des OF véritables, on veut dire. Ce n'est pas leur activité principale. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle sera l'attitude de mes clients demain? C'est-à-dire que si les formations qui hier étaient refinancées par l'OPCO et que m'achetaient mes clients ne sont plus prises en charge, pour X ou Y raison, parce que c'est des boîtes de plus de 50 et qui ne rentrent plus dans le cadre du plan de développement de compétences, parce que l'OPCO a décidé d'exclure des formations non certifiantes de leur champ de priorité de financement, etc. Quelle sera l'attitude de mes clients demain? Et du coup, est-ce qu'ils vont continuer à me commander cette formation, mais la financer sur le fonds propre, auquel cas Calliope ne présente pas un intérêt majeur, ou au contraire, ils vont arrêter de me passer commande et du coup, il faut que je revisite un peu mon modèle économique. Voilà, c'est le type de questions de nature vraiment économique et de raisonnement qu'on a pu identifier chez ces OF. Sachant, et c'est quand même aussi important de le dire, que la composante économique, même si elle est prégnante, elle n'est pas exclusive. En tous les cas, le raisonnement des OF n'est pas rabattable sur cette composante économique et on s'aperçoit qu'il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir négativement quant à l'intention de s'engager. Alors, à titre principal, ce qu'on a pu identifier, c'est en dépit d'ailleurs de toutes les campagnes d'information et de pédagogie qui ont déjà été déployées par une multitude d'acteurs, dont évidemment les Carif OREF, on s'aperçoit qu'il y a encore des OF qui ont une représentation erronée du référentiel. Et donc, ça peut être une des conséquences, qui doutent de la capacité de Calliope à leur faire franchir un seuil qualitatif dans leur pratique professionnelle. Et la représentation récurrente qu'on va trouver, ça fait écho au sondage, et du coup, j'étais agréablement surprise, je veux dire, par les résultats du sondage. Il y a quand même encore des OF et une part non négligeable qui considèrent que Calliope porte sur les procédures administratives. Et ce qu'on voit souvent, c'est des propos autour de Calliope, c'est surtout pour vérifier la rigueur de nos documents de facturation et des documents administratifs d'une manière plus générale. Comme s'il y avait une espèce de confusion entre l'identité de l'émetteur de ce référentiel, donc l'autorité publique, pour le dire
vite. Et l'objet de ce référentiel qui serait rabattu dans les représentations de certains sur les processus administrativo-gestionnaires, alors que Calliope porte véritablement sur le processus de production du service. Voilà, donc il y a encore un travail de déconstruction de certaines représentations quant au contenu du référentiel qui n'est pas toujours approprié et qui peut être un des éléments qui contribue à expliquer que certains ne souhaitent pas spécialement aller chercher cette certification. Et puis, on a des OF, alors là, on est sur des considérations un peu différentes, qui peuvent exprimer des critiques par rapport à Calliope, inspirées de considérations, j'allais dire, plus déontologiques ou plus idéologiques. Et là, on va retrouver trois éléments principalement. Certains OF qui considèrent que Calliope ne dit rien d'important sur la qualité, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour eux, la qualité ne se loge pas dans les processus de production des services, mais principalement et prioritairement dans l'acte de transmission, donc dans les contenus, les supports, les compétences métiers, les gestes professionnels des formateurs, qui accessoirement sont quand même abordés dans Calliope à travers plusieurs dimensions. Mais enfin voilà, il y a cette critique qui, elle, j'allais dire, est plus documentée que ceux qui pensent que Calliope porte sur des procédures administratives, mais qu'il faut entendre, je crois, autour de la qualité, c'est d'abord l'acte de transmission et c'est pas les processus de production du service. On a aussi des OF qui peuvent émettre des critiques en craignant que Calliope, puisqu'il s'agit d'une norme, par construction, va enclencher des logiques d'uniformisation, de standardisation et nuire de ce point de vue-là à la diversité, à l'innovation. Et puis, on a des OF, alors là, on est dans une optique, j'allais dire, plus libérale, qui vont disqualifier la légitimité même d'une norme publique à dire la qualité de ce qu'ils font. Pour eux, ils font quelque chose de qualité et c'est la sanction du marché qui va venir le valider. C'est-à-dire que c'est la satisfaction des clients qui est quelque part un marqueur de la qualité de leur activité. Et puis, je vais finir cette première séquence sur ce que nous ont raconté des OF hésitants, donc qui sont encore en train de mûrir leur réflexion et qui n'avaient pas, au moment de l'enquête, arrêté leur décision et qui ont évoqué avec nous plusieurs stratégies possibles qu'ils envisageaient, sur lesquelles ils s'interrogeaient par rapport à la manière demain de s'y prendre. Il y a 3 options stratégiques qui ressortent de manière assez nette. Soit s'inscrire dans des partenariats, alors plus ou moins institutionnalisés, pour mutualiser les coûts d'accès à Calliope. C'est d'ailleurs une stratégie qui a été confirmée plus exactement par les OC, qui indique qu'effectivement, il y a des OF qui présentent leur candidature de manière collective ou en réseau. Deuxième option stratégique, être absorbé par une structure déjà certifiée. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans une reconfiguration du périmètre économique et de la gouvernance de l'entreprise. Et puis, une troisième option, abordée par certains, ce serait de renoncer à aller chercher Calliope, mais de projeter d'intervenir demain, non plus en direct, mais en sous-traitance. Sachant que cette option-là, et les OF qui l'énonçaient en avaient une conscience tout à fait aiguë, comporte un certain niveau d'incertitude. Pourquoi ? Précisément parce qu'il n'est pas inenvisageable que demain, les OF donneurs d'ordre exigent dans leurs appels d'offres la certification Calliope, même si la loi ne les y contraint pas, mais comme une garantie supplémentaire des OF à qui ils sous-traitent une partie de leur activité. Voilà, donc il y a cette nuance-là qui peut être apportée par les OF à interroger. Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que ces différentes stratégies ont l'air plutôt de dire qu'en termes de recomposition de l'offre de formation, on va vers une intensification de la concentration du secteur, en tous les cas des logiques de regroupement, des logiques… alors après, tout va se jouer dans, je pense, le fait que ces regroupements soient plus ou moins choisis, réfléchis professionnellement ou pas. Mais il y a clairement Calliope, comme d'autres dispositions dans la réforme, une incitation à aller sur une logique d'intensification du secteur d'activité. Et les conseils régionaux, je finirai là-dessus, qu'on a pu enquêter, déclarent, là on est plutôt sur le registre d'une certaine, j'allais dire crainte, mais plutôt un point de vigilance qui a été énoncé par ces conseils régionaux, précisément que je mets en regard avec cette logique de concentration, qui nous disent
être attentif demain à parvenir, hein, dans la limite des moyens et de la faisabilité de cette question, mais parvenir à sauvegarder la diversité de l'offre de formation qui est disponible localement, parce que cette diversité est une source évidemment de richesse et de capacité de produire des réponses fines et les plus ajustées possibles à une problématique donnée. Et ce qui est une des composantes de cette diversité, ils seront attentifs à sauvegarder le maintien dans leur marché de petits OF qui sont dotés d'expertise rares et qui sont positionnés sur des niches en termes de métiers publics ou de territoire, avec lesquels ils collaborent de longue date et dont ils ne savent pas à l'heure actuelle, enfin en tous les cas au moment où on les a interrogés, si demain ils continueront à pouvoir être dans leur marché, sous-entendu si demain ils décident ou pas, ou ont les moyens ou pas d'aller chercher Calliope. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette première partie et puis laisser peut-être les gens intervenir et poser des questions, commenter. Merci Béatrice. Ben voilà, c'est le moment de poser des questions sur ce premier temps consacré aux logiques d'action. N'hésitez pas, hein, vous avez donc un onglet questions. Il y a comme un écho? Non? Béatrice, vous évoquiez que la première vague d'organismes certifiés avait une vision plutôt positive du référentiel, c'était plus mitigé pour d'autres. Vous avez des éléments, comment le référentiel a été élaboré, conçu? Excusez-moi, j'ai pas compris la fin. Comment le référentiel a été élaboré et conçu? Oui, on voit qu'il y a quand même une partie des OF qui est plutôt qui a une vision positive du référentiel, une autre qui est nettement plus contrastée sur la légitimité même de ce référentiel. Est-ce que vous avez des éléments sur comment il a été conçu, comment il a été élaboré? Ah oui, un peu sur la genèse de l'écriture de ce référentiel. Ah bah oui, complètement. Et pour cause, parce que je fais plutôt, j'étais dans le groupe des coupables. Puisque j'ai participé à un groupe, effectivement, au groupe qui a piloté des jeux FP CNEFOP, à l'époque je travaillais au CNEFOP, qui a piloté le groupe de travail qui s'est quand même étalé sur 1 an et demi et qui a travaillé à l'écriture de ce référentiel et qui avait l'avantage d'être assez diversifié avec une pluralité des points de vue représentés, puisqu'on avait à la fois des têtes de réseau d'OF, de CFA, des institutionnels, des ministériels, des OC, des labellisateurs, des certificateurs. Il y avait cette volonté, justement, en tous les cas, de dépasser d'une certaine manière. Après, on peut évidemment avoir un point de vue critique aussi sur la question, mais il y avait clairement, et ça je peux en témoigner, l'intention initiale de dépasser les écueils qui avaient pu être observés sur le Datadoc, et en particulier le fait que le Datadoc était souvent considéré comme très peu adapté à la fois aux petits OF et aux formations courtes et non certifiantes et aux nouveaux entrants dans le marché de la formation. Donc là, les gens qui sont employés à écrire ce référentiel avaient cette préoccupation en tête d'être davantage adaptés et d'offrir un cadre plus souple, plus adapté à ces catégories d'OF. Qu'ils soient nouveaux entrants ou petits. Voilà, nouveaux entrants, plus petits, des formations non certifiantes, non pas nécessairement des locaux, par exemple, pour des indépendants, mais qui interviennent chez des clients, alors qu'il y avait certaines exigences du Datadoc qui pouvaient paraître un peu incongrues pour des OF par rapport à leur registre et l'action. Donc, dans l'écriture de ce référentiel, oui, il y avait clairement cette volonté d'être plus en phase d'être à la fois plus en phase avec la réalité des pratiques des OF et de la diversité de cette population des OF, et en même temps, bien sûr, donc c'est toujours une question d'équilibre et de positionnement de curseur, mais de tirer vers le haut en désignant des pratiques qu'on a tous collectivement identifiées comme vertueuses par rapport à la qualité in fine d'une formation, que ce soit faire un positionnement, analyser un besoin, concevoir une formation adaptée au public, aux objectifs, puis en évaluer les résultats et injecter les enseignements pour refondre et repenser un peu et améliorer les choses. Voilà, ce n'est que ça, d'une certaine manière, quand même, Calliope.
C'est une mise à plat, entre autres. Une mise à plat de la pilotage d'un projet de conception et de délivrance d'une formation avec des indicateurs qui sont quand même très génériques, puisqu'ils devaient embrasser des structures qui ont quand même des finalités différentes, puisque Calliope s'adresse à la fois aux OF et aux CFA dont on parle, mais aussi aux accompagnateurs de VAE et aux centres de bilan de compétences. Nous avons une question de Blandine qui nous demande quelles sont les recommandations fournies aux organismes certificateurs concernant les petits organismes de formation acteurs sur des marchés publics spécifiques. Exemple FPH, fonction publique hospitalière peut-être? Je tente. Qui peut répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des recommandations particulières aux EC? Alors, l'architecture un peu du système, hein, enfin en tous les cas, je ne sais pas si c'est un élément de réponse, je ne sais pas si il y a sans doute des compléments à apporter, mais l'architecture du système, c'est que les organismes certificateurs sont contrôlés dans leur professionnalisme par le COFRAC, qui est censé être un peu la police des certificateurs, enfin qui sécurise le fait que les certificateurs exercent leur métier de manière déontologique, professionnelle, etc. Ensuite, les certificateurs, ils ont comme outil de travail, d'une certaine manière, le référentiel qui donne à voir les exigences sur lesquelles ils doivent s'assurer que l'OF se conforme à ces exigences. Et puis, il a par ailleurs des documents de travail plus de l'ordre de la ressource, on le verra un peu plus dans la seconde partie de mon intervention, mais que ce soit le guide de lecture, évidemment, qui est régulièrement actualisé dans des versions différentes, ou le jeu des questions-réponses. Mais il n'y a pas de recommandations spécifiques sur tel ou tel type d'OF, et encore moins en termes de taille. Après, le référentiel lui-même, et les éléments de preuve qui sont attendus, hein, que le guide de lecture ne fournit que des illustrations de ces éléments de preuve, mais pas dans une logique ni prescriptive et encore moins exhaustive. Le référentiel lui-même, dans la façon de formuler les exigences, il est censé, alors peut-être pas suffisamment pour certains, et c'est tout à fait entendable, hein, évidemment, mais il est censé porter cette volonté d'être adapté aux petits. Pour donner un peu de chair à ce que je dis, clairement, on va pas demander, alors que ça pouvait être le cas dans le Datadoc hier, à des indépendants de s'assurer que leurs locaux sont adaptés aux objectifs de la formation, puisque pour beaucoup, ils interviennent chez le client et ils n'ont pas de locaux. Donc, ce sera un non-sens par rapport à ça. Et ça, c'est clairement précisé. Par exemple, pour le positionnement, et préciser aussi le fait que si on est dans une formation certifiante longue de 24 mois ou une formation de 3 jours, c'est quand même pas du tout les mêmes niveaux d'exigence associés à cette histoire de positionnement. Et que dans le cadre d'une formation courte, on peut être, j'allais dire, un tour de table un peu outillé peut faire fonction de positionnement. Voilà, il y a cette volonté, en tous les cas, d'adresser des exigences à géométrie variable selon le profil des OF considérés. Mais il n'y a pas, proprement parlé, pour essayer de répondre directement à la question, de recommandations spécifiques, encore moins adressées aux OC pour la population des petits OF. C'est censé être pris en charge plus en amont dans le cadre du référentiel. Voilà. Merci Béatrice. Daniela nous demande combien coûte l'accès à Calliope et est-ce que certains financeurs ont envisagé de soutenir les organismes de formation dans l'accès à la certification? Alors, pour rappeler brièvement quelques éléments théoriques, donc le coût de la certification, il est un peu cadré par un décret. Celui-ci dépend d'une part du chiffre d'affaires de l'organisme de formation, également de son implantation, est-ce que c'est un OF site unique ou multisite, et puis rentre également en facteur de compte le périmètre, le nombre d'actions à certifier. Est-ce qu'on certifie uniquement des actions de formation ou des actions de formation et de VAE et de bilan de compétences et ou d'apprentissage? Donc vous retrouverez sur le C2RP, sur le site du C2RP, un tableau rassemblant un petit peu ces différents critères. Après, en termes de coûts journaliers, on avait une fourchette entre 800 et 1200 euros par coût journalier d'audit, d'intervention. Je ne sais pas si Béatrice, tu as des éléments qui pourraient compléter ça?
Tu as des éléments plus précis que moi, clairement, là-dessus. Moi, juste ce que je rajouterais éventuellement, c'est que il y a le coût d'accès à la certification. Tu dis effectivement, on est sur une fourchette entre 800 et 1000 euros. Enfin, moi aussi, c'est les données que j'ai en main. Après, il peut y avoir des variations très importantes, malgré tout, d'un OC à l'autre. Et c'est d'ailleurs une des, comment dire, une des plaintes, pour le formuler comme ça, de certains OF qui trouvent que les politiques tarifaires des organismes de certification ne sont pas toujours très transparentes, très lisibles, etc. Parce qu'il y a un prix de base et puis après, il peut y avoir des éléments qui interviennent en plus dans, je ne sais pas, par exemple, une date de réservation de l'audit ou des déplacements, enfin des choses qui ne sont pas comptabilisées dans le forfait initial et qui viennent augmenter le prix. Et puis, je dirais aussi que si on essaye de chiffrer la trajectoire d'accès à la certification, bah, on peut effectivement dire qu'il y a ce coût d'accès qui est une brique de base. Après, il y a des coûts humains et financiers supplémentaires en termes de préparation. On peut même aller chercher, mais ça, je vais l'aborder dans la deuxième partie, un consultant pour nous accompagner dans cette phase de préparation qui a évidemment aussi, un coût. Voilà, ça peut varier quand même d'une manière significative. Alors, au regard des éléments objectifs que tu donnais tout à l'heure, chiffre d'affaires, implantation, périmètre des actions, évidemment, mais aussi à l'aune de d'autres dimensions. Ceci étant dit, je dirais aussi que il faut penser coût, mais il faut surtout penser logique d'investissement. Enfin, et c'est ce que font beaucoup d'OF aussi qu'on a pu interroger. C'est-à-dire qu'il y a un coût d'accès, il y a un coût d'entrée, clairement. Après, je vous disais tout à l'heure que la manière dont les OF peuvent raisonner, c'est plutôt en termes de retour sur investissement. J'ai un coût d'entrée, mais qu'est-ce que, quelque part, ça va me rapporter à court, moyen et long terme en termes de captation et de maintien de ma clientèle et d'amélioration de mes pratiques professionnelles. Voilà, c'est un raisonnement économique à plusieurs dimensions, entre guillemets, qui ne peut pas se réduire au coût d'accès. Mais ce n'est pas négligeable et effectivement, l'accès n'est pas gratuit, clairement. C'est un des éléments. Est-ce que certains financeurs donc, envisagent de soutenir les OF? Est-ce qu'il y a des informations concernant un soutien possible financier? Alors, financier, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Je ne connais pas assez les politiques régionales. Ça fait longtemps que je n'ai pas été regarder un peu de ce côté-là. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a évidemment des politiques régionales historiquement installées d'accompagnement des organismes de formation, de développement de leurs pratiques, d'amélioration de leur qualité. Et que ça, ces politiques, dans certaines régions, sont fortement développées. Mais sur la dimension d'appui financier, je ne sais pas répondre. On peut peut-être rappeler que la région Occitanie, avec le dispositif Certif Région, était déjà reconnue comme une instance de labellisation de Calliope. Et à ce titre, j'imagine que le fait de délivrer la certification se présente sur des conditions financières, on va dire, plus favorables que d'autres organismes. Donc, j'imagine que ça va dans ce sens-là. La région Occitanie, tout à fait, c'est un des labellisateurs que je citais tout à l'heure, parallèlement aux OC. C'est un labellisateur et la spécificité des labellisateurs, c'est les écoles de la seconde chance, la région Occitanie, voilà, il y en a 7, me semble-t-il, aujourd'hui, en tous les cas. C'est précisément de, à la fois, délivrer Calliope, mais de délivrer aussi leur label propre qui marque l'appartenance au réseau. Et donc, c'est un des éléments de distinction des éléments de clivage entre labellisateur et OC, sachant que au-delà de ça, les labellisateurs ont d'une manière ou d'une autre dans leur gouvernance une place au pouvoir public plus importante que les OC. Témoignage de Blandine qui nous dit que nous avons estimé le coût total pour notre organisme de formation est d'au moins 2% de notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas neutre, précise-t-elle. Voilà, donc ça nous fait une estimation, un témoignage sur le coût.
Très bien, je vous propose d'enchaîner sur la deuxième partie de la présentation de l'étude, avec donc qui sera centrée sur les étapes structurantes de l'accès à la certification et comme tout à l'heure, quelques apports de Sébastien. Merci Dominique. Donc, comme on l'a évoqué, l'organisme souhaitant donc disposer de la certification qualité, dans un premier temps choisir entre soit un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou une des 7 instances de labellisation. Le nombre d'organismes de certification augmente très régulièrement. Je crois qu'on en est aujourd'hui à 29. Une fois ce choix fait, pour présenter le processus, la certification Calliope est attribuée donc pour une durée de 3 ans et 3 audits viennent rythmer la vie de la certification. Donc on va distinguer l'audit initial, l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Durant l'audit initial, l'auditeur regardera le process pas à pas et demandera à ce qu'on lui présente des éléments de preuve qui garantiront le process de formation, de VAE, de bilan de compétences, afin qu'il réponde bien aux exigences et aux indicateurs du référentiel national qualité. Une fois l'audit initial passé avec succès, un second audit, l'audit de surveillance, permettra de s'assurer que le référentiel est bien appliqué. Ce second audit est réalisé à mi-parcours entre le 14e et le 22e mois, 22e semaine, suivant l'obtention de la certification. Enfin, un audit de renouvellement s'effectuera durant la 3e année, juste avant l'expiration de la certification, qui est donc attribuée pour une durée de 3 ans. Voilà pour ce rappel. Béatrice, je te laisse la parole pour la suite de la restitution de l'étude. Merci. Alors, maintenant, on va passer au deuxième moment de cette restitution et je vais vous évoquer à cette occasion, plutôt vous restituer l'expérience des OF et des CFA qui ont enclenché, donc ceux qui ont décidé d'aller vers la certification et qui sont passés par les différentes étapes d'accès à cette certification. Et donc, on les a questionnés sur la manière dont ça s'était passé, comment ils s'y étaient pris, etc. Et voilà, donc c'est l'objet de ce deuxième moment. Alors, d'abord, la phase de préparation. Alors, un constat très partagé largement, c'est que cette phase de préparation est consommatrice de ressources financières, bien sûr, on vient de l'aborder, mais aussi humaines et temporelles. En général, mais bon, c'est très approximatif, hein, mais chez les enquêtés qu'on a interrogés, ils estimaient ce temps, bon, alors ça pouvait être variable, hein, mais entre 2 semaines et 3 mois d'un ETP. Et donc, ça pouvait s'étaler sur bien plus de mois si voilà, il n'y avait pas un ETP, même en agrégeant les différents intervenants, à consacrer à ça. Donc, en tous les cas, c'est vécu comme assez consommateur de temps, d'argent et de matière graisse. Alors, cette phase de préparation, ce qu'on peut en dire aussi, c'est qu'on observe une diversité assez marquée de configuration en termes de moyens consacrés et de méthodes utilisées. Il y a deux points assez clivants. Il y a d'abord ceux qui s'organisent à moyens humains constants versus ceux qui vont mobiliser des ressources supplémentaires, soit en recrutant un responsable qualité, soit en sollicitant un consultant. Deuxième point de clivage en termes d'approche, on a des OF qui vont conduire ce travail préparatoire en chambre d'une certaine manière et le confier à une personne unique et isolée, j'allais dire, avec un risque assez important, me semble-t-il, d'appréhender, d'avoir une approche de la qualité qui est très segmentée et qui est cantonnée aux fonctions support. Voilà, on va avoir ce type de préparation qui n'est pas forcément le plus souhaitable ou vertueux par rapport à l'objectif d'amélioration un peu systémique des pratiques de l'organisme de formation. Versus une approche nettement plus vertueuse, nous semble-t-il, qui est de privilégier des modalités collectives et transversales de préparation à l'obtention de cette certification. Sachant que les démarches peuvent être évidemment orchestrées par quelqu'un qui assure un peu une fonction de chef de projet, mais un chef de projet généraliste, pas un spécialiste
un chef de projet en capacité précisément de coordonner, d'articuler des démarches transversales, des contributions transversales et d'organiser quelque part cette co-construction collective de l'accès à la certification et de sa préparation. Et ça aux différentes étapes, que ce soit au moment d'une lecture, d'organiser une lecture collective du référentiel, d'identifier aussi collectivement les écarts entre les attendus logés dans le référentiel et ses propres pratiques, et puis d'identifier évidemment les transformations à opérer, comment on va s'y prendre pour amender les pratiques de sorte à ce qu'elles soient conformes aux attendus du référentiel. Voilà, il y a ces deux approches qui sont assez marquantes, enfin assez binaires et qui désignent des façons de s'y prendre différentes et sans doute avec des effets à terme et à moyen terme surtout, enfin à court terme et à moyen terme assez différents. Alors, même si le deuxième scénario semble plus souhaitable, enfin, d'adopter cette approche collective, transversale, systémique d'une certaine manière, ce qui est conforme à l'intention du législateur, qui avait vraiment cette idée que la qualité devait être une responsabilité partagée par l'ensemble des personnels qui composent un organisme de formation, bien sûr l'équipe pédagogique, mais aussi la direction, mais aussi l'ingénierie en amont, voilà, que la qualité devait quelque part se distiller dans toutes les composantes de la chaîne de production d'une action de formation. C'est un peu l'idée de départ, ce qui suppose en matière de préparation que tout le monde, toute l'équipe soit associée et contributeur de cette préparation. Mais ce qui n'est pas évident ou jugé à la portée de tous, en tous les cas les OF qu'on a enquêtés. Pourquoi ? Parce qu'on imagine bien que ça suppose de déployer des moyens quand même assez conséquent en termes de coordination, d'animation, et bon, voilà, faut pouvoir enclencher cette dynamique collective, partenariale en interne, ce qui est une opportunité de le faire aussi, mais ce qui réclame des moyens et des efforts. Et puis, cette façon d'embarquer tout le monde dans l'aventure préparatoire à Calliope, elle peut aussi rencontrer certains obstacles, au-delà de la capacité à faire que je viens de mentionner, certains obstacles de nature un peu différente, des obstacles de nature gestionnaire, parce qu'on sait bien que et l'acteur public a participé à installer ça, que parmi la population des formateurs, il y a il y a beaucoup d'indépendants en sous-traitance, de vacataires, que encore aujourd'hui, même si on peut le regretter, la rémunération des formateurs est beaucoup indexée sur le volume horaire des heures qui sont dispensées en face à face. Que la conjugaison des deux, vacataires plus payés à l'heure de formation, rend problématique des fois d'embarquer les formateurs dans le fait de revisiter l'ensemble des processus de travail de l'organisme de formation, parce qu'on n'est pas dans un lien de subordination salariale, parce qu'ils sont payés à l'heure. Donc, c'est des obstacles de nature gestionnaire qui peuvent faire obstacle à cette démarche collective. Et puis, il y a des obstacles de nature, j'allais dire, plus culturelle. Par exemple, on a des directeurs de CFA qui nous ont expliqué que certains de leurs enseignants, qui étaient quand même très imprégnés par une culture formation initiale, j'allais dire, un peu héritée, un peu daté pour le dire comme ça, étaient assez réticents à s'engager dans la préparation et considéraient que Calliope et cette préparation était une tentative d'ingérence et d'évaluation de leur pratique pédagogique qu'ils ne jugeaient pas légitime, qu'ils étaient maîtres à bord, j'allais dire, dans leur pratique pédagogique et qu'on n'avait pas à venir s'immiscer dans leur autonomie professionnelle par ce biais-là. Et donc, ça pouvait générer quelques réticences. De ce point de vue-là, d'ailleurs, l'intervenant d'un consultant extérieur peut être une aide, avec en amenant ce regard un peu neutre, un peu extérieur, ça peut aider à désamorcer ou à décrisper un peu certaines tensions de départ. Voilà, donc cette approche collective, transversale est sans doute la plus souhaitable et la plus conforme à l'esprit, à la philosophie, j'allais dire, de Calliope et à ce qu'on veut installer durablement avec ce système qualité, mais il n'est pas spontanément accessible, donc ça suppose effectivement de réfléchir à la manière de s'y prendre.
toujours dans cette phase de préparation, on s'aperçoit que, enfin, parmi les OF qu'on a enquêtés, en tous les cas, plusieurs avaient recouru à un prestataire de conseil externe pour les aider à se préparer, ce qui vient pour reboucler avec notre échange de tout à l'heure, rajouter un coût supplémentaire, évidemment. Sachant que ce prestataire peut porter, l'intervention de ce prestataire peut porter sur l'ensemble de la démarche ou seulement un segment circonscrit. Ça, c'est le client, l'OF, j'allais dire, qui en est le juge. En général, la motivation à recourir à ce prestataire de conseil, c'est évidemment d'accroître ses chances de réussite et même au-delà de ça, d'avoir un peu une fonction de réassurance de l'OF. Sachant qu'en plus, quand la préparation s'accompagne d'une mobilisation forte et intense de l'ensemble des équipes de l'OF, les enjeux ne sont pas neutres. Si on n'a pas le Calliope, c'est sûr, alors qu'on a mobilisé sur du temps long l'ensemble des équipes, bon, il y a d'autres difficultés, outre l'accès aux fonds publics et mutualisés, qui risquent d'émerger, d'apparaître. Alors, quels sont les bénéfices que certains qui ont enquêté disent retirer de cette prestation d'accompagnement? Ça leur permet, à titre principal, en tous les cas ceux qui en ont donné un témoignage positif, ce qui n'est pas le cas de tous, ça leur permet de mettre à plat leur processus de travail, ça les aide à mettre à plat leur processus de travail, à expliciter le sens des indicateurs et surtout à traduire ces indicateurs dans le cadre de leur activité spécifique. Je vous disais tout à l'heure, ces indicateurs, ils s'adressent à tous, ils sont par essence assez génériques et il y a un vrai travail de traduction pour ajuster ces indicateurs à la singularité de l'organisme de formation, de son activité, de ses process de travail, etc. Donc, ça permet, cette prestation extérieure facilite ce travail de traduction. Ça permet aussi éventuellement de dépasser des craintes d'ingérence que j'évoquais tout à l'heure et puis d'élaborer les éléments de preuve et tout le système d'information qui va en faciliter l'accès. Ce qui est un point non négligeable, cet aspect de formalisation et de construction de la traçabilité de la qualité de ces processus. Et puis, les bons prestataires aident aussi l'OF à se préparer au moment de l'audit, à l'instant T de l'audit, avec cette idée, en tous les cas, c'est les retours qu'on en a, de rester d'une certaine manière pilote de cet audit. Et de conduire cet audit avec l'auditeur, mais de garder la main d'une certaine manière sur la manière de faire la démonstration de la qualité de ces processus de travail. Voilà, donc il peut y avoir des bénéfices à cet accompagnement, ils nous ont été cités, ils ont été évoqués par les enquêtés. Ça peut vraiment avoir des effets structurants sur le process de travail de l'OF, ou ça peut tout simplement, mais c'est un point éminemment important, aider l'OF à conscientiser et à formaliser ce qu'il fait déjà sans le savoir et surtout de manière informelle. Or, avec Calliope, il y a clairement un seuil à franchir en termes de formalisation de l'activité, ce qui n'est pas forcément spontané ou immédiat pour tout le monde, a fortiori des OF, plutôt de petite taille évidemment, qui ont une culture très orale, qui n'ont pas forcément une culture de la formalisation et de la traçabilité. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que Calliope exige quelque chose de supplémentaire. Pas de côté en termes de formalisation, qui a des bénéfices après en chaîne, qui peuvent être a posteriori reconnus par les OF, mais il y a un coût d'entrée en termes de formalisation qui est réel. Alors, ce qu'on peut dire sur ce recours à un prestataire de conseil dans la phase de préparation, c'est qu'il n'est pas impossible qu'à l'avenir, compte tenu aussi du fait de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que arrivent des OF plus éloignés des attendus du référentiel, peut-être que demain, le recours à cet accompagnement externe va s'accentuer, va être d'autant plus nécessaire. Ce qu'il faut quand même, c'est les bémols, entre guillemets, ou les limites de ce modèle-là, ça va être évidemment la solvabilité des OF, puisque ça rajoute une charge supplémentaire. Et puis, ça va être, et ça, il faut pas le cacher, je pense, le fait que il y a à boire et à manger parmi ces prestataires de conseil qui aident à la préparation, qui aident les OF à se préparer à Calliope. On est face à des prestataires qui peuvent délivrer des prestations de qualité très hétérogènes. Or, c'est un marché non régulé, c'est un marché qui ne fonctionne que sur le gré à gré, l'offre et la demande, sur lesquels les instances publiques et paritaires au sens large du terme n'ont pas de
n'ont pas de visibilité, n'ont pas de levier d'intervention. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Or, parmi ces accompagnateurs, on va avoir des gens qui sont, pour parler des mauvais, des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de l'audit, qui ne connaissent pas cette activité d'audit, donc ce qui rend quand même un peu plus défaillant la préparation à l'audit qui peut être proposée à l'OF, ou des accompagnateurs. Alors, en général, ils connaissent la formation, ils connaissent le métier de la formation, mais ils peuvent connaître le métier de la formation, toujours pour les mauvais, hein, ce qui est loin d'être la majorité, mais enfin la majorité, j'en sais rien, remarque, mais en tous les cas, c'est loin d'être d'embrasser tous les accompagnateurs, mais ça peut être des gens qui, certes, connaissent la formation, mais qui connaissent un modèle un peu ancien de la formation et qui, donc, sont pas forcément les mieux placés pour accompagner un OF à se préparer, à développer une vision aussi de l'amélioration de ses pratiques dans une perspective d'innovation, d'intégration de toutes les innovations métiers pédagogiques qui peuvent circuler dans ce secteur. Voilà, donc il y a une vigilance à avoir sur le choix de ces accompagnateurs potentiels, sachant, moi, me semble-t-il, mais là c'est plus personnel, qu'un critère que je trouve assez vivant et assez décisif, hein, qui aide à apprécier a priori la qualité de ces accompagnateurs potentiels, c'est, je trouve, ceux qui proposent d'accompagner l'OF jusqu'à la levée des non-conformités. C'est-à-dire qui, d'emblée, dans leurs prestations, intègrent le fait que si l'OF a des non-conformités, l'accompagnateur s'engage à l'accompagner pour adopter les actions correctives nécessaires et pouvoir recandidater, lever ses non-conformités et finalement obtenir la certification. Voilà, ça, c'est un type d'engagement, me semble-t-il, qui est plutôt rassurant a priori, donne plutôt une présomption de qualité, on va dire, sur la posture, la déontologie et derrière le professionnalisme du prestataire de conseil. Concernant le choix de l'OC et du labellisateur, qui est une autre étape structurante de cette démarche de certification, alors ce qu'on peut dire, en tous les cas ce qui ressort de l'enquête, hein, encore une fois, c'est que pour les OF déjà certifiés, on est clairement dans la continuité du chemin tracé, sauf exception. Enfin, globalement, voilà, on peut s'interroger un peu, mais plutôt on opte pour la continuité. En revanche, pour les nouveaux entrants dans les démarches qualité, hein, pour cela, la décision elle va s'adosser principalement à deux critères qui d'ailleurs confirment au passage la prévalence de la logique économique dans le raisonnement des OF. Ces deux critères sont le coût, hein, effectivement, puisqu'on a vu qu'en dépit d'un encadrement à minima de ça, il pouvait y avoir des variations, le coût et la notoriété du certificateur, que l'OF anticipe, sans doute à juste titre, comme un facteur demain de son attractivité commerciale. C'est-à-dire que selon le secteur où il est, selon les spécialités de formation qu'il délivre, il a tout intérêt à aller choisir un OC qui est reconnu dans le milieu, dans le secteur d'activité dans lequel il intervient, puisque ça ne fait que, évidemment, améliorer son avantage concurrentiel à l'aune de cette notoriété de l'OC. Voilà, donc c'est vraiment les deux critères qui ressortent de manière récurrente. Ce qu'on voit aussi d'ailleurs toujours dans le prolongement de ce raisonnement économique, que certains OF projettent déjà d'aller chercher une autre certification pour renforcer leur avantage concurrentiel. Par exemple, on a des CFA qui sont déjà Qualiopé, mais qui vont candidater au label EduForm de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, via EduForm, est un labellisateur aussi, donc fait partie des 7 labellisateurs là, reconnus par France Compétences, et donc délivre non seulement Qualiopé, mais le petit truc en plus EduForm. Et du coup, on a des CFA qui sont déjà Qualiopé, mais qui vont chercher à la réflexion, qui vont aller chercher EduForm pour être encore plus compétitifs demain par rapport à des concurrents potentiels. Donc, il y a vraiment ce raisonnement économique, hein, qui est très prégnant. Alors, outre ces notions de coût, de notoriété, une dimension qui est pas négligeable dans le raisonnement des OF, c'est aussi le premier contact qu'ils ont avec l'organisme certificateur et le fait que, comme ça, assez spontanément, assez intuitivement, ils sentent la possibilité que s'installe une relation de confiance et ils sentent chez le certificateur une posture bienveillante. Ça, c'est un point qui ressort comme important, sachant, malgré tout, j'y reviendrai un peu après, mais que
certains peuvent être déçus dans la mesure où l'OC peut leur inspirer cette posture bienveillante. Bon, pour autant, ça ne préjuge pas nécessairement et mécaniquement, en tous les cas, de l'attitude de l'auditeur, qui, bien souvent, enfin, dans l'écrasante majorité des cas, je crois que 90% des auditeurs qui ne sont pas des salariés de l'organisme de certification, qui sont recrutés par l'organisme de certification avec un contrat commercial avec l'organisme de certification, mais qui ne sont pas salariés de l'organisme de certification, qui externalisent sa politique d'audit. Donc, il peut y avoir parfois cet écart qu'il faut malgré tout avoir à l'esprit pour faire les choix les plus éclairés possibles. Et toujours pour continuer à déplier les ingrédients du choix des OF, assez bizarrement, enfin, on pourrait penser que ça a l'air paradoxal, mais finalement ça s'inscrit dans le prolongement de ce que je viens de dire. Le niveau d'expertise et d'antériorité de l'OC dans le métier de la formation n'a pas l'air de jouer un rôle significatif. En tous les cas, il vient bien loin derrière le coût et la notoriété de l'OC. Ce qui peut pour partie s'expliquer d'ailleurs par un déficit de connaissance des OF sur les profils et domaines de spécialité des OC. C'est encore un nouveau monde, j'allais dire, dans lequel il faut circuler pour réussir à essayer d'identifier les caractéristiques des uns et des autres sous différents angles pour trouver l'OC le plus ajusté à sa problématique, à son type d'activité, etc. Ce qui suppose un effort, qui a un vrai coût d'entrée. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais c'est imminent, il me semble. Centre Info produit là, actuellement, ou il est déjà peut-être déjà sorti, je ne sais pas, un guide justement sur ces organismes certificateurs pour aider les OF à orienter leur choix dans cette histoire-là. Un autre moment important de cette trajectoire d'accès à la certification, c'est évidemment l'expérience des audits. Sachant que ces audits matérialisent un déplacement très important entre la réforme de 2014, qui déjà annonçait des choses autour de la qualité, et la réforme de 2018. On est vraiment passé, avec la réforme de 2018, d'une logique, en 2014, d'une logique déclarative avec le Datadoc. En 2018, on est dans une logique démonstrative, c'est-à-dire que l'OF doit faire la démonstration, prouver la qualité effective des processus et faire reconnaître cette qualité par un tiers. Voilà, il y a vraiment de ce point de vue-là, au-delà du contenu du référentiel, je pense que c'est un point d'inflexion très fort entre 2014 et 2018. On passe d'une logique déclarative à une logique démonstrative, et donc évidemment les audits dans ce paysage-là sont un moment important de l'accès à la certification. Alors, de ce point de vue-là, on a plusieurs OF, enfin, on a des expériences qui peuvent être connotées positivement ou négativement. C'est assez varié. Ceux qui le connotent positivement, enfin, qui en font un retour d'expérience positif, indiquent que l'audit a vraiment été l'occasion pour eux d'engager un dialogue professionnel assez constructif avec l'auditeur, de nouer un dialogue de cet ordre-là, sans évidemment oublier qu'on est malgré tout dans un moment particulier, qui a une dimension évaluative d'une certaine manière de la conformité, qui a un certain stress associé, une certaine asymétrie de relations évidemment, mais malgré tout, on a plusieurs OF qui nous ont dit quelque chose de l'ordre du dialogue professionnel avait pu s'installer à cette occasion-là. Mais c'est loin, et ce n'est pas toujours le cas, enfin, c'est loin, je ne sais pas, mais ce n'est pas toujours le cas. On a aussi des retours d'expérience beaucoup plus négatifs. Et ce qui fait la différence, semble-t-il, c'est l'approche, c'est la posture de l'auditeur et derrière sa compétence, sa maîtrise du métier de la formation, au-delà du métier de l'audit. Ça, c'est un point de clivage assez important, c'est-à-dire que pour schématiser, on va avoir des auditeurs qui connaissent assez mal, qui sont assez loin de la formation et qui ont tendance à avoir une lecture assez linéaire des indicateurs, c'est-à-dire en gros de cocher successivement chaque item du référentiel de manière assez isolée et assez déconnectée de la singularité de l'OF. Et on va avoir à l'inverse des auditeurs qui vont avoir le souci d'être dans une approche compréhensive et approfondie de la spécificité de l'OF, de son contexte d'intervention et d'essayer de vérifier, non pas que chaque case est cochée d'une manière un peu comme ça exhaustive et prescriptive,
voilà, mais que l'OF a le souci de déployer des méthodes adaptées, cohérentes, pertinentes par rapport aux besoins de son environnement, par rapport aux différentes parties prenantes de sa prestation, par rapport à sa finalité de développement des compétences, sa finalité plus générique. Mais ce qui suppose d'avoir un peu de maîtrise du métier de la formation pour être en capacité de prendre cette hauteur, d'avoir ce recul à minima, et notamment, ça très concrètement, ça va se matérialiser par le fait que certains auditeurs vont prendre le guide de lecture comme un espèce de support prescriptif et exhaustif, un peu en mode liste de courses, alors que d'autres auditeurs vont avoir une conscience beaucoup plus développée qu'il s'agit d'un document ressource, qu'il figure des exemples d'éléments de preuve, mais ce n'est que des exemples pour aider, guider, outiller. Ce n'est pas une liste exhaustive et prescriptive de ce que l'auditeur doit aller vérifier, checker chez l'organisme de formation. Voilà, donc de ce point de vue-là, on a deux approches de posture chez les auditeurs qui ont l'air assez clivées. Par voie de conséquence, une relative variabilité dans les pratiques d'audit qui est en cours de réduction, hein, et qui peut paraître assez normale dans une démarche qui est multi-acteurs, qui est ambitieuse, qui est assez vaste. Et cette variabilité des pratiques, elle ressort sur certains indicateurs de manière assez récurrente. C'est le cas des indicateurs relatifs à la veille et des indicateurs relatifs au handicap. Ça revient très, très régulièrement, ces deux-là. Alors, il y a différentes initiatives qui ont été prises, en particulier par la DGEFP, le COFRAC, pour essayer d'harmoniser les politiques des OC en matière de prérequis exigés des auditeurs et de professionnalisation. Mais bon, voilà, on peut rester parfois quand même… il y a encore du chemin, visiblement, si on en croit les OF, à parcourir de ce point de vue-là. Et puis, concernant toujours ces audits, un enjeu est pointé autour du nombre de contrôles. En tous les cas, quand les EOF perçoivent des financements d'origine plurielle, ils peuvent se plaindre d'une inflation des contrôles dont ils sont l'objet, ce qui plaide évidemment pour œuvrer à l'aboutissement d'un chantier qui est déjà engagé par le ministère du Travail, mais qui mériterait de s'accélérer à l'avenir autour de la mutualisation des contrôles des financières pour limiter cette difficulté du point de vue des OF. Et puis enfin, dernier élément d'étape dans cette trajectoire de certification, c'est comment ce qu'a essayé de cerner l'enquête, c'est comment les OF se projettent dans la durée, c'est-à-dire comment ils projettent d'inscrire cette démarche Calliope, les différentes pratiques qu'ils ont amendées, les différentes transformations qu'ils ont opérées dans leur pratique professionnelle, comment ils projettent de pérenniser quelque part, de donner un prolongement dans le temps à ces transformations et d'assurer quelque part de faire vivre les démarches qualité qu'ils ont initiées à l'occasion de cet accès à Calliope. Sachant que cette logique d'amélioration continue, elle est vraiment centrale dans les intentions de la réforme. C'est vraiment un axe central et là encore, qui est différenciant par rapport au régime Datadog, j'allais dire, et à la loi de 2014 de ce point de vue-là, où on n'était plus sur une logique du one-shot. Là, on est vraiment dans cette volonté d'injecter une démarche d'amélioration continue. Il y a plusieurs indicateurs de ça dans le référentiel. Le fait que on va demander, c'est un des critères explicites, on va demander aux OF de recenser, d'exploiter, non seulement de recenser, mais d'exploiter chemin faisant les aléas, les dysfonctionnements qu'ils rencontrent pour créer des boucles d'apprentissage, des boucles rétroactives d'amélioration de leur pratique. Il y a aussi cette possibilité ouverte, comme je vous disais tout à l'heure, de lever les non-conformités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sanction coup près qui tombe à l'issue de l'audit. Il peut y avoir des points jugés non conformes, mais on laisse l'espace aux OF de s'organiser pour lever ces non-conformités. Et puis, ce que disait Sébastien tout à l'heure, quand on commence à rentrer dans Calliope, d'une certaine manière, on en prend pour perpète. Il y a des audits réguliers, site par site, qui vont jalonner tout le cycle de la certification. Et régulièrement, on va être audité. Il y a l'audit initial, mais derrière l'audit intermédiaire, de contrôle intermédiaire, puis de renouvellement. Voilà. Et comme ça, de manière indéterminée, j'allais dire,
on va venir s'assurer que vous faites vivre cette démarche-là. Donc, il y a vraiment ça au centre de la réforme, cette logique d'amélioration continue. Et les OF qu'on a enquêtés de ce point de vue-là ont des postures encore aujourd'hui un peu différentes. Il y a 2 postures là aussi, un peu binaires, un peu polaires, et puis une 3e posture plus intermédiaire. Il y a d'emblée, première posture, d'emblée des OF qui vont envisager Calliope comme un levier pour structurer et formaliser leur activité, qui ont bien compris qu'il s'agissait d'engager un exercice collectif, continué de conduite du changement, d'une certaine manière, c'est de ça dont on parle, et de distiller ces exigences qualitatives un peu dans les différentes composantes de leur organisation. Donc, il y a cette première catégorie d'OF qui est complètement en phase avec la philosophie de cette histoire. En revanche, il y a des OF qui ne sont pas encore là-dedans, ne sont pas encore dans cet état d'esprit et ont plutôt tendance à appréhender l'obtention de Calliope dans une logique très court-termiste de mise en conformité passive. On l'a amené comme ça, mais voilà, ça dit quand même un peu la posture. C'est-à-dire qu'ils considèrent l'obtention de Calliope comme une opération ponctuelle et comme une finalité en soi. C'est un peu dans une logique d'examen. Bon, une fois que j'aurai l'examen, c'est bon, c'est fini. Bon, alors c'est pas tout à fait ça l'histoire, sachant que pour ceux qui ont cette approche, la justification qui revient souvent et qui est souvent invoquée, c'est un problème de moyens, de capacité à faire, qui est évidemment un peu plus répandu chez les petits, puisque sécuriser la pérennité des processus qu'on a amorcés à l'occasion de Calliope, ça exige du temps, ça exige de s'y pencher, d'y réfléchir, voilà. Et donc, c'est un vrai investissement de ce point de vue-là, y compris temporel. Et puis, entre ces 2 approches antagonistes, on va avoir une position intermédiaire qui est portée uniquement par quelques CFA. En tous les cas, nous, dans notre enquête, qui a une ambition quantitativement clairement très limitée, qui a plutôt une visée de comprendre des logiques. Donc, je ne sais pas statistiquement comment ça atterrit, mais en tous les cas, on a retrouvé cette approche intermédiaire uniquement chez des CFA qui exprime à la fois une intention assez explicite de globalement faire vivre Calliope dans la durée. Il y a cette intention, mais modulo, ils ont des réserves très marquées sur 3 indicateurs du référentiel qui leur posent problème par rapport à cette ambition d'inscrire la démarche dans la durée. Ils ne voient pas ou ils ne jugent pas pertinent d'assurer la pérennité de la conformité à ces 3 indicateurs demain et après-demain pour eux-mêmes. Il y a quels sont ces 3 indicateurs? Il y a celui qui ressort très régulièrement chez ces CFA, c'est l'obligation d'information sur les conditions de vente, parce que pour eux, ça pourrait laisser croire aux jeunes ou aux familles qu'ils devraient être amenés à un moment ou à un autre à financer une partie des frais, ce qui est pas le cas, puisque c'est contraire au principe de gratuité pour les apprentis de l'apprentissage. Mais voilà, ils trouvent que cet indicateur fonctionne pas avec la spécificité de leur intervention, qui est quand même une finalité éducative, puisque l'apprentissage relève de la formation initiale, même si les frontières aujourd'hui, suite à la réforme, sont beaucoup plus poreuses entre ces différents champs. Et puis, il y a 2 autres indicateurs que ces CFA là qu'on a interviewés anticipent comme peu praticables cette fois. On n'est pas dans un jugement de non-pertinence, mais plutôt de non-praticabilité. Ils anticipent ces indicateurs comme non praticables en raison de causes exogènes à leur établissement. C'est-à-dire, ça va être la question du positionnement. Ils ne voient pas bien comment s'y prendre à l'avenir parce qu'ils disent devoir travailler avec des référentiels de certification qui sont assez rigides et qui vont jusqu'à prescrire les modalités et les volumes d'heures de formation. Et donc, ils ne voient pas bien comment ils vont pouvoir positionner et derrière individualiser les parcours de formation compte tenu de la rigidité de ces référentiels de certification, de diplôme cette fois. Et leur deuxième difficulté, c'est quand le référentiel, ce qui est, de mon point de vue, en tous les cas, un point de progrès très, très fort dans ce référentiel par rapport à Datadog. Dans le référentiel, on incite les organismes de formation qui proposent des formations avec des séquences travaillées en entreprise de s'engager davantage dans la manière d'articuler ce qui est appris dans le centre de formation et ce qui est appris en entreprise. Et on les incite à aller sur
sur le fait de penser cette coordination, d'être vraiment dans une pédagogie de l'alternance et pas une juxtaposition, une succession chronologique de séquences, mais qui ne serait pas pensée en termes de processus d'apprentissage. Donc, dans le référentiel, il y a cette injonction d'une certaine manière adressée aux OF qui pratiquent des formations alternées, quelles qu'elles soient, de se soucier de la qualité aussi de la formation pendant les séquences en entreprise. Et beaucoup de CFA disent que certes, ça leur semble vertueux et positif, mais que c'est compliqué pour eux par rapport à une situation qu'ils disent récurrente, à savoir que les jeunes arrivent déjà avec un contrat signé par l'entreprise et du coup, leur capacité d'intervenir en amont sur la valeur formative des séquences travaillées est plus limitée. Et je conclurai donc sur deux petits points là très rapidement. Il me semble que les constats là qui ont été mis en exergue par cette enquête incitent plutôt, enfin disent qu'on a encore du chemin à faire, je veux dire, y compris pour les décideurs publics et paritaires, mais y compris pour tous les accompagnateurs de l'écosystème qui interviennent pour aider, informer les organismes de formation à s'approprier ce référentiel, à comprendre le sens qu'il recouvre et puis à opérationnellement s'organiser pour parvenir à se hisser à la hauteur des exigences. Moi, il me semble, en tous les cas, un point important sur lequel, jusqu'à présent, on n'a pas assez insisté en termes de communication institutionnelle. C'est-à-dire que pour l'instant, la communication institutionnelle, et ça a une certaine logique, ce n'est pas une critique, mais c'est articulé principalement autour de deux pôles. À la fois l'aspect réglementaire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté sur le fait que Calliope, c'était un critère d'éligibilité au fonds, que c'était une exigence à respecter, en mettant l'accent sur l'échéance calendaire. Voilà, donc l'aspect, j'allais dire, un peu coercitif, un peu réglementaire, contrainte. Et puis l'aspect technique, à travers la mise à disposition de toute une documentation ou de ressources diverses et variées. Et les Carré-Forêt sont en tête de file de ce point de vue-là. Des documentations qui sont très appréciées par leurs utilisateurs. Je pense en particulier aux guides de lecture, aux questions-réponses, mais très orientées sur les modes opératoires, sur la façon de s'y prendre. Et il me semble qu'un maillon aujourd'hui un peu manquant dans la façon dont on communique autour du référentiel, collectivement, dans la perspective de sécuriser une montée en gamme pérenne de l'offre de formation, puisque c'est quand même ça l'objectif in fine. Il me semble qu'on devrait davantage aujourd'hui investir aussi, présenter Calliope sous l'angle de l'opportunité qu'elle représente pour les OF, de rentrer dans leur activité, de mettre à pas leur processus, de mesurer les résultats de leur activité, d'impulser une dynamique d'amélioration globale de leur pratique et puis d'inscrire cette amélioration dans la durée. Et je pense qu'il y a vraiment peut-être un effort collectivement à opérer pour mettre davantage en avant ça, de sorte à ce que Calliope ne soit pas vécu uniquement comme une contrainte ou une machine administrative empêchante supplémentaire, mais bien comme, certes, il y a un coût d'entrée, mais c'est potentiellement une opportunité pour réfléchir au cœur de son métier et pas à des processus gestionnaires et administratifs. Voilà, et ça peut-être, ce serait intéressant de le mettre en avant. Et puis, dernier point, ce qu'on a pu voir, ce qui avait l'air de fonctionner d'après les retours et les témoignages des OF qu'on a enquêtés, c'est tous les espaces informels, formels, peu importe, mais en tous les cas, d'échanges de pratiques entre pairs, de témoignages de ceux qui étaient déjà passés par là, de qu'est-ce qu'ils pouvaient en dire. Alors, il y a un nombre d'espaces de ce genre-là sur les espaces, sur les réseaux sociaux assez important. C'est bien, il y a des rencontres aussi physiques qui sont nécessaires, qui s'organisent plutôt sur un mode informel de ce que j'ai pu en voir pour l'instant, mais qui sont identifiées par tout le monde comme importantes parce que ça permet aussi de désamorcer la peur, de démythifier l'accès à la certification, la hauteur de la marche à franchir et de voir que, ma foi, certes, c'est du travail, certes, c'est un investissement, mais qui est potentiellement à la portée de n'importe quel OF, qui a le souci de bien faire son travail. Je vais le dire d'une manière un peu naïve, mais il y a quand même un peu de ça, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci, Béatrice.
je vous propose, parce qu'il est 11h48, de tester cette hypothèse, la dernière hypothèse de Béatrice, à savoir la question d'avoir un espace collectif d'échange de pratiques entre pairs sur justement le processus, l'engagement et les raisonnements, les ingrédients de la décision. Il y a plein d'objets, la question des partenariats ou des réseaux possibles, repérer les bons ou les mauvais accompagnateurs, échanger sur les organismes certificateurs. Voilà, il y a potentiellement des gains et à Banca, on croit beaucoup à ce levier de l'échange entre pairs et on se disait, au travers de cette démarche Calliope, il y a beaucoup d'éléments, enfin d'espaces d'information, il y a des espaces d'accompagnement, notamment par des consultants. Et est-ce que un groupe d'organismes de formation des Hauts-de-France serait intéressé par justement échanger sur cette question. Donc, je vous pose la question, puis je vous expliquerai ensuite éventuellement encore un peu les gains possibles. Donc, je vous invite à répondre à cette question. Seriez-vous prêt à participer activement à un échange, à un espace numérique de discussion et d'échange autour de la question en quoi le processus de certification impacte votre organisation? Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir au-delà de l'impact sur l'organisation, mais en tout cas aussi plus largement potentiellement sur l'ensemble du processus de certification et notamment sur les questions d'aide à la décision par les témoignages d'autres acteurs. On reste toujours à 50-50 avec un nombre de votes relativement faible. Donc, je ne sais pas si cette possibilité-là, en tout cas aujourd'hui, va se concrétiser parce qu'on a finalement peu d'intérêt marqué pour cette question. Pour autant, il y a des gains possibles. On a imaginé, en tout cas, la possibilité de créer cet espace donc sur l'opportunité que représente Calliope, de réfléchir à sa stratégie, son organisation et ses pratiques en cohérence avec la volonté transformatrice de Banca. On avait aussi imaginé la possibilité d'avoir un animateur, un spécialiste de la question qui puisse aussi aider à la réflexion de chacun et analyser les expériences des uns et des autres, avec certes pas d'accompagnement individuel, il n'est pas question de faire concurrence avec les démarches d'accompagnement individuel, pas non plus sur les informations techniques ou alors à la marge, puisque des ressources existent et notamment le site du C2RP est un moyen de s'informer sur la processus, mais plutôt sur les processus de réflexion, de décision et les informations très concrètes qui sont nécessaires à la prise de décision sur la certification et surtout sur le chemin de cette certification. Je vous propose pour ceux qui sont intéressés de m'envoyer un mail à d.dilly@banca.fr et on discutera ensemble de cette opportunité. On sera peut-être rejoint aussi par d'autres personnes qui regarderont ce webinaire en décalé, en replay. Juste peut-être Dominique, si je peux… J'ai repéré dans le chat, enfin dans le fil des questions, il y avait deux questions de Philippe Lefebvre auxquelles on n'avait pas répondu, qui demande, je crois, qui pose des questions sur les effets de Calliope. Effectivement, là, on était vraiment sur une étude autour de la mise en œuvre de Calliope et du déploiement. Ce qui serait intéressant, évidemment, c'est prévu. Enfin, en tous les cas, on a inscrit ça dans notre programme de travail de l'année prochaine, réaliser une étude sur non plus la mise en œuvre de Calliope, mais effectivement les effets sur la qualité des actions
à destination des bénéficiaires finaux, puisque c'est bien quand même ça à terme qui est visé. Alors après, avec toute la complexité méthodologique, il va falloir réfléchir un peu à comment on isole, on réussit à isoler l'effet de Calliope sur la qualité des actions finales. Mais oui, c'est en tous les cas complètement dans nos intentions et nos préoccupations, parce que là, on s'arrêterait au milieu du gué si on ne se contente que de regarder, même si je pense que c'est un point important aussi, comment les OF s'y prennent et comment ils envisagent la question. C'était vraiment pensé comme une première étape. Voilà. Et Philippe demande aussi que penser des cabinets de consultants qui proposent un accompagnement garantissant à 100% l'obtention de la certification. Ah ben, c'est des marchands de tapis. Je ne sais pas comment le dire autrement que oui, c'est de la publicité mensongère, quoi, complètement, et qu'il y a une façon comme il y a des prestataires qui proposent aujourd'hui de s'occuper de tous les emmerdements administratifs des OF, donc de prendre en charge le remplissage des BPF, Calliope qui est assimilé à une contrainte administrative pure et unique. Voilà. Bon, ceux, en tous les cas, qui affirment qu'ils sont en capacité de garantir 100% de l'obtention de la certification, c'est déjà en termes d'honnêteté intellectuelle un peu douteux. Et au-delà de ça, c'est tellement à rebours de l'esprit même de la façon dont il faudrait s'emparer de Calliope que moi, ça me donnerait plutôt un a priori très négatif sur le cabinet en question. Voilà. Nous avons une remarque de la Fédération des marchands de tapis qui regrette que son activité ait été utilisée. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des remerciements, merci Pascal, adressés à Madame Delay, bien sûr. Mais je vous propose peut-être de conclure ce webinaire, sachant que... Ah, ça bouge. Voilà, sachant que je vous répète, contactez-moi des.delibanca.fr et puis plus largement, retrouvez Banca sur le site banca.fr et sur LinkedIn qui vous tiendra au courant de toutes les manifestations, ateliers et autres diffusions de capitalisation que nous produisons et que nous produirons dans les mois et années à venir. Sébastien. Et puis, bien sûr, je suis aussi à votre disposition si vous avez des questions, etc. Il y a mon mail qui peut vous être envoyé. Vous retrouvez le mail de Béatrice dans la présentation, tout à fait. Et donc, comme l'a rappelé Dominique, le C2RP a également conçu et mis à la disposition des ressources à l'attention des organismes de formation qui souhaitent s'engager dans cette démarche de certification. Vous trouvez donc sur le site internet du C2RP notre dossier consacré à Calliope. Ce dernier rassemble des textes juridiques de référence, des explications simples et concrètes, ainsi qu'un ensemble de schémas et de guides explicatifs. Il y a également à votre disposition des vidéos, ainsi que les replays des précédents webinaires que nous avons consacrés à la certification qualité. Tout à l'heure, Béatrice évoquait le critère numéro 6 du référentiel. Celui-ci consiste à effectuer une veille de son environnement professionnel d'un point de vue réglementaire, sectoriel et pédagogique. N'hésitez pas pour cela à vous rendre sur notre site internet pour bénéficier des dernières actualités en lien avec la formation ou pour vous abonner à notre lettre d'information. Nous avons également mis 2 outils récemment à votre disposition pour vous permettre de réaliser une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans vos secteurs d'intervention. Il s'agit d'une part de l'Atlas, qui est un outil de cartographie dynamique qui vous permet de mieux appréhender les caractéristiques de votre territoire en croisant des données en matière d'emploi, d'entreprise, de population et de formation. Et le second outil, ce sont les fiches emploi-formation. Elles présentent un panorama régional de l'emploi, de la demande d'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle à travers 26 domaines d'activité, parmi lesquels on retrouve l'agriculture, le transport, la logistique, l'industrie des métaux, mais encore plus spécifiquement la formation ou l'hôtellerie. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma part. Je vais laisser la parole à Dominique Dilly et à Florence Lecoq pour la conclusion de cette matinée. Tu n'as pas ton micro, Dominique. Voilà.
Je disais que j'avais déjà un peu conclu tout à l'heure en invitant tous les participants à se rapprocher de Bandka pour toutes les questions qu'ils peuvent avoir en matière de construction de nouvelles réponses formatives. Donc voilà, venez, et on vous accompagnera selon différentes modalités et prenez contact avec nous. Florence, je te laisse conclure. Merci beaucoup. Alors d'abord, je vous présente toutes mes plates excuses pour mon introduction ratée et je remercie Isabelle Mersman, mon adjointe, qui a pris le relais à l'arrache, comme on dit. Voilà, et ça arrive, j'ai eu un problème d'ordinateur qui a eu la bonne idée de faire sa mise à jour ce matin au démarrage et donc ça m'a complètement empêché de me connecter. Néanmoins, j'ai pu suivre cette conférence. Je vous remercie beaucoup, Béatrice Delay, de cette intervention très riche, hein, vraiment, qui fait écho effectivement au premier webinaire qui avait été organisé par le C2RP. Beaucoup de choses ont été dites, des choses notamment par rapport à, et Dominique, tu y faisais allusion sur les échanges de pratiques et la nécessité d'échanger entre les organismes de formation ces expériences, hein, mais voilà, je pense que la perche qui a été tendue par Dominique et la Bandka sera probablement reprise. Vous avez aussi cité quelquefois les Cariforef, hein, et la mobilisation que l'on a sur ce chantier, hein. Sébastien vient de redonner les principaux axes. Donc on va continuer, on continuera à être à vos côtés, aux côtés des organismes de formation de cette vaste entreprise. Et c'est vrai que je retiens aussi par rapport à vos propos et tout ce qui a été posé, cette nécessité aussi de voir ça comme une opportunité. On sait que c'est une lourdeur, hein, voilà, dès qu'on est dans l'administratif, ça devient compliqué et surtout dans la période que l'on a connue, qu'on connaît encore, mais en tout cas la période du confinement dont vous avez parlé au début, cette mise en place a été particulièrement vue comme une contrainte, mais je pense que cette vision d'opportunité que vous avez décrite, elle est importante. Voilà, moi juste en conclusion, je voulais vraiment rappeler à tous les acteurs présents que nous sommes et nous serons encore à vos côtés pour tout ce qui va se déployer ensuite, que je suis heureuse de cette collaboration aussi avec la Bandka et Dominique et de voir cette préparation qui a été faite pour que effectivement deux outils État-région public puissent être aux côtés des acteurs. Et puis la dernière chose, dire que, mais je pense qu'Isabelle l'avait dit en introduction, mais je le redis, il y aura effectivement un autre webinaire d'organiser par le C2RP, un 4e sur la validité des éléments de preuve. Hein, donc voilà, surveillez, pour ceux qui sont abonnés au C2 Actu, surveillez le site internet pour avoir les dates. Merci vraiment de votre participation à toutes et tous et merci Béatrice Delay de votre présence. Et Sébastien, merci pour ton animation et ton relais et d'essayer de m'avoir aidé au début quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.